Bonjour à tous et bienvenue, je suis Manuela. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Là, c'est notre deuxième vidéo depuis le début du confinement, donc c'est la deuxième vidéo que j'enregistre en pantoufles. Alors, la dernière fois, je vous disais que c'était compliqué, que j'avais du mal à me concentrer, que j'avais du mal à lire aussi. Heureusement, ça va un peu mieux, donc je viens de finir un livre que j'avais commencé en décembre et que pour plusieurs raisons, je n'avais pas encore terminé. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un livre que j'ai adoré, mais je lui reconnais une valeur incontestable du point de vue du contenu et de la forme. En plus, il a une histoire éditoriale très particulière, donc ça vaut vraiment la peine d'en parler et de le lire. Il s'agit de Suite française d'Irène Nemirovsky, dont j'ai lu l'original français. Irène Nemirovsky est née à Kiev en 1903 au sein d'une famille juive très riche. Elle reçoit une éducation raffinée, son père qu'elle admire est souvent absent alors qu'elle est confiée aux soins d'une gouvernante puisque sa mère a une espèce d'aversion à son égard. Elle n'a aucune tendresse envers sa fille, c'était une femme obsédée par sa beauté, par le besoin maladif de plaire aux hommes, par la peur de vieillir. Ce qui fait qu'Irène vit une enfance solitaire et rendue mélancolique par ce rapport avec cette mère qu'elle finit par haïr à son tour. Ensuite, pour fuir la révolution russe, son père amène sa famille en Finlande puis en Suède avant de s'installer en France, à Paris. Irène fait des études à la Sorbonne et mène une vie mondaine insouciante de dîners et fêtes arrosées au champagne. Puis elle entreprend une belle carrière littéraire en écrivant en français. Elle se marie en 1926, elle a 2 filles, mais malgré sa notoriété, ses succès littéraires et l'amour pour son pays d'adoption, elle n'obtient pas la nationalité française et elle est bientôt victime des premières lois anti-juives. Elle doit publier sous pseudonyme, elle a l'intuition d'une fin tragique proche, mais elle continue à lire et à écrire avec assiduité. Elle est arrêtée en 1942 et meurt à Auschwitz quelques semaines plus tard, à 39 ans. Son mari est déporté et assassiné quelques mois après. Leurs filles, encore petites, traversent la France en clandestinité, sont cachées et échappent à la déportation. Quand, à la fin de la guerre, elles comprennent que leurs parents ne reviendront pas, elles cherchent de l'aide auprès de la mère d'Irène, qui refuse de leur ouvrir sa porte et qui leur dit de s'adresser à un orphelinat. Ironie du sort, cette femme terrorisée à l'idée de vieillir mourra très vieille. Comme je vous le disais, Suite française a une histoire éditoriale qui mérite d'être racontée. Il s'agit d'une œuvre inachevée puisque dans le projet de son auteur, elle devait se composer de 5 parties alors qu'elle n'en comporte que 2 et posthume puisqu'elle n'a été publiée qu'en 2004 par De Noël, devenant très rapidement un best-seller. Juste quelques jours avant son arrestation, Irène avait écrit à son éditeur « J'ai beaucoup écrit ces derniers temps, je suppose que ce seront des œuvres posthumes mais cela fait toujours passer le temps ». Dans leur déplacement, Irène et ses filles transportent toujours une petite valise qui contient, entre autres choses, le manuscrit de Suite française. Après la disparition de leur mère, Denise et Elisabeth gardent précieusement la valise mais elles n'osent pas lire ce cahier en pensant qu'il s'agit d'un journal dont la lecture aurait été trop douloureuse. Seulement quelques décennies après, ayant découvert qu'il s'agit en fait d'un manuscrit, la fille aînée en fait la transcription et le livre peut enfin voir le jour. Dans la première partie, on est en juin 1940 et Paris a subi son premier bombardement. On assiste à la débâcle de la France à travers l'exode chaotique d'un groupe de personnages de diverses classes sociales qui essayent de quitter la capitale. On devine l'histoire avec un grand H à travers les péripéties et les sentiments de ces personnages qui sont décrits dans leur petitesse mais aussi dans leur héroïsme face à des événements tragiques et dans leur humanité. L'auteur même souligne dans ses notes que ce qui est vraiment observé dans son livre est la vie quotidienne et affective. La deuxième partie se déroule dans la campagne française pendant les premiers mois de l'occupation allemande. Au-delà du témoignage historique sur l'époque et les modalités de l'occupation, le vrai centre du récit est encore une fois l'observation de l'âme humaine. L'amour pur et interdit entre une jeune Française et un officier allemand montre, et c'est très beau, que ce qui compte est l'affinité entre 2 sensibilités, entre 2 êtres humains, et que celle-ci peut naître indépendamment du fait qu'une guerre en cours fait d'eux des ennemis par définition. Je vous signale aussi une belle adaptation pour le cinéma, avec une très belle distribution. Lisez le livre d'abord, puis regardez le film. Alors, ne partez pas sans mettre un j'aime à cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous dans 2 semaines avec la prochaine publication. Entre-temps, écrivez-moi ci-dessous quel est le livre que vous êtes en train de lire. Même juste le titre si vous ne voulez pas en dire plus, mais je suis vraiment très curieuse de savoir quelles sont vos lectures en ce moment. À très bientôt. Tu m'étonnes, tu fais vraiment pas ton âge.